Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Défense des droits de l'homme en Guinée et dans le monde. La 3e édition de la conférence internationale de Hernan Santa Cruz a démarré ce mardi à Conakry. Présidée par le chef de l'État guinéen, les travaux s'articulent autour du thème « La contribution au développement, aux droits de l'homme et au changement climatique ». Comment organiser les prochaines élections sans incident en Guinée? La CENI a en fait une préoccupation et passe au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus. Débordées par des ordures, les populations riveraines de la décharge d'Arsalam n'en peuvent plus. Ce mardi, à nombre de reporters, ils ont plaidé pour la délocalisation de la décharge et la réhabilitation de leur mosquée envahie par les ordures. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois encore, bonsoir. La Guinée abrite la 3e édition de la conférence internationale de Hernan Santa Cruz sur les droits de l'homme. C'est une initiative du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale en collaboration avec le système des Nations Unies à travers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le thème de cette année est la contribution au développement, aux droits de l'homme et au changement climatique. L'objectif est de conjuguer les efforts pour défendre sans faille les droits humains dans le monde en général et en Guinée en particulier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Justin Leno, Aboukori Kourouma. La 3e édition de la conférence internationale de Hernan Santa Cruz est placée sous le haut patronage du président Alpha Condé. Cet événement, dont la célébration a démarré depuis l'an 2000, vise à dialoguer, échanger autour des thématiques liées à la protection des droits de l'homme dans le monde. Vous conviendrez avec moi que le développement et la protection des droits de l'homme sont interdépendants et portent sur les valeurs communes, notamment le respect de la dignité humaine, la lutte contre la pauvreté et la faim, l'accès à l'éducation de qualité, à l'eau, à l'hygiène, aux logements sociaux et l'emploi décent. En Guinée, on peut se réjouir d'une certaine avancée en matière de protection des droits de l'homme, ce depuis l'adoption de la Déclaration universelle de 1948 à Paris, selon la ministre guinéenne de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, porteuse de l'initiative. Durant cette décennie, la République de Guinée a fait des avancées notables dans le domaine des droits de l'homme, étant partie à la quasi-totalité des instruments internationaux et régionaux en la matière. Le pays continue encore à prendre d'autres engagements à cet effet, reconnaît le coordinateur résident du système des Nations Unies en République de Guinée. La République de Guinée devient le 3e pays dans le monde à organiser la conférence internationale Hernan Santa Cruz et le 1er pays en Afrique de l'Ouest. Une opportunité unique pour faire avancer le droit de chaque peuple à se développer et à bénéficier des bienfaits du progrès de la science et de la culture. Abriter cette retrouvaille à titre international, la Guinée vise 4 priorités pour l'an 2021. Le président de la République, Alpha Condé, parrain de l'événement, revient sur les grandes lignes. Le choix de la Guinée d'abriter une telle rencontre est la preuve de la reconnaissance des efforts de notre gouvernement dans la réalisation des droits de l'homme, dans l'atteinte des objectifs du développement et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Soyez rassurés que les efforts en cours seront redoublés pour le bien-être de tous. Cet événement se poursuivra jusqu'en 2030. Il porte le nom du diplomate chilien Hernan Santa Cruz, qui a été l'un des premiers architectes du système des droits de l'homme de l'ONU. Santa Cruz est aussi l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au même moment, à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, se tenait ce même mardi un panel autour du thème « Le genre, une approche pluridisciplinaire ». C'est une initiative de la chaire genre de l'institution et de fructueuses discussions sur le concept ont eu lieu entre des enseignants-chercheurs et les étudiants de la faculté des lettres et sciences du langage. Une manière pour eux d'aborder les problématiques du genre dans nos sociétés.
Abdourahmane Sénateur Diallo, Thierno Sadouba. Comment placer le genre au cœur du développement? Voilà une préoccupation qui intrigue la chaire genre de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Pour y répondre, elle a fait appel à des intellectuels de tous les domaines pour animer un panel face aux étudiants. Les organisateurs estiment que la question du genre doit être vue et abordée sur tous les angles, d'où son aspect multidisciplinaire. Souvent, on a pensé que le genre, c'est simplement du féminisme. Mais comme je l'ai dit au départ, le genre, c'est aussi un sujet qui intéresse les scientifiques. Donc, si vous constatez bien, il y a beaucoup d'ONG qui s'intéressent à la question genre. Mais nous, en tant que scientifiques, nous voulons vraiment qu'il y ait des recherches faites dans ces domaines-là afin d'apporter des solutions. Parce que quand le genre est mieux compris, je pense que cela participe au développement du pays. Le genre est un concept très en vogue dans les milieux intellectuels. C'est dans cet esprit que les autorités de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia trouvent l'approche très judicieuse dans la mesure où les étudiants doivent être des vecteurs dans le combat pour le genre. La question du genre est à la fois une question qui ne relève pas seulement du social, mais aussi ça relève aussi de la science, donc c'est une question aussi scientifique. Juristes, sociologues, géographes et hommes de lettres, plusieurs intellectuels ont démontré dans leurs interventions que le genre est une préoccupation de tous les domaines scientifiques et littéraires. Que ce soit en matière de genre ou autre, toutes les sociétés sont productrices de normes. Et dès qu'une norme est produite, il y a de l'écart aussi. Et c'est quand l'écart est produit qu'il y a la stigmatisation. Et il est important de prendre en compte la question du genre dans la question de la stigmatisation. Cette étudiante a visiblement bien compris le panel. Nous, les jeunes filles et les jeunes garçons, il y a une différence. C'est quoi la différence? Moi, par exemple, je suis une fille. À la maison, il y a des garçons. Mais en sortant le matin, j'arrive à faire des choses. C'est quoi? Laver la maison, par exemple, nettoyer la cour, laver les ustensiles de cuisine. Mais je constate que le garçon, par exemple, dès qu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Sa toilette, il prie, il prend son sac, il sort, si ce n'est que boire son café. Après avoir plaidé pour l'équité entre les genres, les intervenants ont tous appelé les jeunes filles à la détermination et au dynamisme dans leurs différents domaines d'intervention. C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, dit-on. À la CENI, il ne s'agit pas de préparer une guerre, mais comment organiser les prochaines élections sans aucun incident majeur dans le pays. Ce mardi à Conakry, les commissaires de la dite institution et d'autres services impliqués dans le processus électoral ont débuté une formation de renforcement des capacités sur la prévention des conflits électoraux et la gestion des contentieux. Le compte-rendu est signé Malika Sanguena Kamara. L'organisation des élections en Guinée est souvent source de conflits. Du recensement des électeurs au jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats, la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle reçoivent des requêtes des partis politiques pour dénoncer des irrégularités, des contentieux qui se terminent le plus souvent en scène de violence. Nous disons plus jamais cela. Ça signifie que l'éducation civique de nos populations s'impose. Cette éducation civique, il faut faire en sorte que cela se fasse désormais de façon permanente et non attendre uniquement les périodes électorales pour que cela se fasse. Donc nous sommes particulièrement heureux de pouvoir organiser cet atelier. Et c'est pour cela que nous avons invité aussi la société civile et puis un atelier en plus des commissaires, des chefs de service de la CENI, et en même temps des représentants de la Cour constitutionnelle. Toutes les organisations et services impliqués dans l'organisation des élections en Guinée sont représentés à cette session. L'objectif est de renforcer leurs capacités sur la notion de prévention des conflits électoraux et la gestion des contentieux électoraux. Dresser tous les contours de cette thématique de manière à ce que la Cour constitutionnelle et la CENI, qui sont les principaux acteurs dans la gestion et la prévention des conflits en Guinée, puissent être outillés de manière à ce que nos élections futures puissent être des élections qui fassent preuve de beaucoup de crédibilité
pour qu'elle puisse recouper justement les attentes du peuple de Guinée et des pouvoirs publics. C'est ça fondamentalement l'essentiel de ces 4 jours de formation. Mieux vaut prévenir que de guérir. La CENI et ses partenaires prennent le devant pour préparer les prochaines élections en Guinée. Ce, dans le souci d'éviter le chaos dans le pays au lendemain des échéances électorales. Direction Koundara, dans la région administrative de Boké, où la campagne nationale de reboisement a été officiellement lancée ce lundi au nom du chef de l'État par le gouverneur de région. C'est une initiative du président de la République qui vise à lutter contre le réchauffement climatique qui affecte tous les continents de nos jours. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, des préfets des 5 préfectures et les cadres communaux. Mamadou Pété Diallo et Salifou Lifo Sissé. Appelée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, à cause des cours d'eau et de l'environnement convivial qu'elle offre, la Guinée se trouve menacée par le phénomène de réchauffement climatique. Pour pallier à ce fléau, le président de la République a initié une campagne nationale de reboisement qui a démarré ce lundi à Koundara. Ce qui est fait là se fait dans toutes les préfectures de la région. Nous en tirons le bénéfice. C'est pourquoi nous avons fait venir tous les préfets pour que cette campagne qui est lancée aujourd'hui même se fasse partout dans toutes les préfectures. Comme le dit ce dicton, un corps sain dans un environnement sain. Avec cette ambition du président, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts reste convaincu que le pari sera gagné. Mais il avoue tout de même que cela demande l'implication de tous. Pour la petite histoire, c'est lors de mon avant-dernier passage à Koundara que j'ai vu la température monter en hausse jusqu'à 50 degrés Celsius à l'ombre. Jamais vu en Guinée dans une préfecture. Alors ça m'a impressionné. J'ai fait le tour de la ville, je me suis rendu compte que tout est coupé. Les périphériques, tout est coupé, pas d'arbres. Alors donc c'est ce jour que j'ai pris l'initiative sur moi de lancer la campagne de reboisement, bien sûr avec l'accord du chef de l'État. Halte à la déforestation, sécurisons nos forêts et pas de coupe abusive du bois, telles sont des expressions écrites sur des pancartes par une ONG de la place. Le maire de la commune urbaine a déjà une idée sur la politique de conservation des acquis. Nous allons le retrouver pour organiser. Nous allons mettre des commissions, mettre des groupes, mettre des groupements. En tout cas, tout le monde va s'y mettre pour la réussite de ça. Les ressortissants de Koundara se réjouissent et pensent à l'apport du reboisement dans leur préfecture où il fait excessivement chaud pendant la saison sèche. C'est un acquis et il faut chercher à pérenniser cet acquis. Donc c'est cet accord-là, c'est cet appui que nous obtiendrons du ministère de l'Environnement. Et nous, population de Koundara, nous allons s'élever pour qu'ensemble, la décision prise par M. le ministre d'État d'abriter régulièrement ce lancement-là soit une réalité. Qui parle d'agriculture, parle d'un environnement favorable. C'est dans ce sens que les responsables de la Chambre régionale d'agriculture félicitent le président pour son action. La main ne trompe pas, la terre ne trompe pas. Donc il a travaillé pour nous. C'est à nous, les agriculteurs, le monde paysan qui doit suivre maintenant les bijoux qu'il nous remet. Cette campagne va se dérouler pendant 2 jours et sera clôturée ce mardi dans la sous-préfecture de Sambailo. Le commandant AOB est malade et saigne du nez et de la bouche. Il faut qu'on le libère pour faire ses soins. C'est un cri de cœur de son avocat, maître Salif Béavogui. Après près de 10 ans passés à la maison centrale, la santé de l'ancien aide de camp de feu général Lansana Conté se détériore et maître Béa indique que son client est en détention provisoire car la peine de perpétuité prononcée en première instance a été cassée. Alcéni Bari, Lamine Silla l'ont rencontré. Fraîchement revenu de la maison centrale, maître Salifou Béavogui est inquiet pour son client, Alpha Omar Bofa Diallo. L'ancien aide de camp du feu président Lansana Conté est en détention depuis bientôt 10 ans. Il est accusé dans l'affaire dite attaque du domicile du président Condé. À la maison centrale, son état de santé se serait dégradé. Dans l'après-midi d'hier soir, il a eu un malaise qui a entraîné des saignements au niveau du nez et de la bouche. Il a été référé à l'hôpital Yastine où il a passé 4 heures de temps
en soins intensifs. Et finalement, on a mis le coton dans ses narines. Aujourd'hui, il respire même à peine avec la bouche. Et finalement, il a été retourné hier soir encore à la prison civile. À l'hôpital, selon nos informations, c'est lui-même qui paye ses soins. Selon ce qu'il m'a dit, c'est lui-même qui a payé à travers ses relations 1 500 000 francs guinéens hier pour les premiers soins qui lui ont été administrés. Et comme d'ailleurs toujours quand il tombe malade, c'est lui qui prend les soins en charge. S'il devrait purger une peine de la perpétuité, la décision a été cassée et renvoyée au TPI de Dixine. Désormais, il est l'un des plus anciens et c'est les prisonniers en détention. Soit on le libère en attendant que son procès ne soit organisé ou leur procès ne soit organisé, ou qu'on lui accorde la grâce présidentielle. Parce qu'il est dans la même situation que Mme Fatou Badiar qui a bénéficié de la grâce présidentielle. Il reste à savoir si son appel sera entendu par le président de la République, sans oublier que Jean Guilavogui est aussi à la maison centrale pour la même affaire. Un clin d'œil politique, l'ANAD s'apprête à renouveler son deal politique avec l'UFDG. Après 10 mois d'alliance électorale, l'ANAD et l'UFDG entendent rendre leur alliance pérenne et politique à travers un nouvel accord. Les deux partis veulent mutualiser leurs efforts pour, disent-ils, mieux lutter contre les divisions au sein de la classe politique guinéenne. Ce n'est pas tout, ils souhaitent aussi poursuivre leur objectif qui consiste à l'alternance politique à la tête de l'État en Guinée. Kiamo Bogola Abba revient sur les objectifs. Notre alliance est une alliance pour l'alternance et la démocratie, c'est-à-dire que l'alternance est extrêmement importante, c'est-à-dire l'alternance à la tête des organisations. Et vous constatez que parmi les partis membres, dont l'UGDD, dont je suis le président d'honneur, moi je suis le troisième président, je suis le premier président et aujourd'hui nous sommes au troisième président de l'UGDD, mais aussi à l'UFDG, vous constatez que parmi nos anciens qui ont mis en avant la question de l'alternance, c'est le doyen Bamamandou qui l'a fait. Quand il a pris la tête de l'UFDG, il est resté vivant et il a organisé l'alternance. Et c'est cette alternance qui a fait venir Selou Dalé à la tête de l'UFDG. Donc, ça veut dire que l'UFDG est un parti déjà qui a la culture de l'alternance. Vous avez d'autres organisations, Green Moderne, ainsi de suite, qui ont en commun cela, parce que cela est extrêmement important dans la lutte que nous menons. Si nous ne sommes pas capables de faire de l'alternance au sein de nos partis, il sera aussi difficile de conduire l'alternance au niveau national. Autre fait de l'actualité, pour l'annulation pure et simple de l'arrêté 457 du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, la FESATEL ne lâche pas prise. Après une première journée de grève, les membres étaient face à la presse ce mardi pour dresser un premier bilan. Le secrétaire général de la plateforme annonce d'ailleurs qu'un début de pourparlers aura lieu ce jeudi et c'est à Conakry. Marissa Camara et Amara Alexila nous font le point. Le secteur de la télécommunication ne peut plus supporter la surtaxe et redevances qu'il verse à l'État. Ils sont suffoqués par le passé et maintenant. Le gouvernement ne fait qu'augmenter la pression fiscale sur leur dos qui s'élève à 64% de leur chiffre d'affaires. Chose que la FESATEL n'est pas prête à digérer, elle souhaite la compréhension. Au cas contraire, les emplois seront menacés, voire même la fermeture complète des sociétés, estime la FESATEL. Aujourd'hui, la grève, comme on l'a notifié dans l'avis de grève, il s'agit d'abord de l'annulation pure et simple de l'arrêté numéro 457 du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de mettre en place un comité tripartite entre l'État, le patronat et nous, le syndicat, afin qu'on puisse statuer sur la pression fiscale du secteur qui est aujourd'hui à hauteur de 64% de notre chiffre d'affaires. Pour elle, l'association des consommateurs devrait s'engager pour qu'ils mènent ce combat ensemble qui va dans l'intérêt de tous. Par ailleurs, la FESATEL remercie les employés qui ont respecté le mot d'ordre de grève en restant à la maison. Mais hier, la grève a été suivie à hauteur de 95% et aujourd'hui, nous sommes à 100%. Vous-même, vous pouvez aller constater sur le terrain. Sur le terrain, aujourd'hui, les employés du secteur des
postes et télécommunications sont à la maison. Ils sont tous à la maison. Ils ont suivi le mot d'ordre de grève. Donc je profite ici de remercier ces travailleurs qui nous ont écoutés et nous leur demandons vraiment de rester soudés, déterminés pour l'atteinte à l'objectif. La FESATEL ne compte pas baisser les bras. Du coup, une nouvelle loi a été votée, déclare le secrétaire général. La TCT vient d'être doublée à 2 francs. Donc encore, ça va augmenter de plus 60 francs sur la minute qu'on payait. À 540 francs, ça va aller à 600 francs. Là, on paye 480 francs, ça va aller à 540 francs. La FESATEL est convoquée à une réunion ce jeudi avec l'inspecteur général de travail au ministère des Postes et Télécommunications pour trouver une piste de solution. Je vous le disais en titre, les citoyens du quartier Dar Salam, secteur rue 14, se trouvent à ce jour débordés par des tas d'immondices rejetés par la décharge. Depuis plusieurs années, la mosquée du dit secteur est fermée pour cause d'ordures qui réduisent au jour le jour la superficie de cette mosquée. Les riverains plaident pour la délocalisation de la décharge, mais aussi la réhabilitation de leur lieu de culte. Ali Badara Kamara et Lamine Silla les ont rencontrés. C'est quoi la mission de l'Agence guinéenne de salubrité publique? C'est la question que se posent les habitants de Dar Salam qui sont exposés au risque de nombreuses maladies hydriques et respiratoires. Après les opérations de déguerpissement, l'enfouissement des ordures pour éviter à la population la fumée des ordures incinérées et la construction d'une clôture tout au long de la décharge ont été promis aux populations de ce quartier, en vain. Ça fait combien de mois? Jusqu'à présent, nous sommes envahis par la fumée, nous sommes envahis par toutes sortes de choses, l'odeur. Donc l'ANASP devrait d'abord clôturer ici. Ça c'est un. Après, il devrait organiser où il devrait mettre l'ordure. Parce que c'est ce que je vais vous dire. Effectivement, moi je dirais toujours au président de venir veiller ici. Parce que chaque fois on le dit, 25 hectares, 30 hectares, ouais sur le nom, avant. Mais aujourd'hui, tu ne trouveras même pas 4 hectares. Par manque de clôture, des ordures ont été drainées par des eaux de ruissellement jusqu'au niveau de la mosquée. Autre conséquence, celle-ci est fermée depuis 3 ans. Et une partie de la clôture du cimetière cède sous le poids des ordures. La mosquée est fermée. Je dirais que presque, si toutefois il y a clôture, parce que d'abord il nous a donné, Pichini nous a donné 25 mètres de la devanture. Le pourtour, ça nous fait 15 mètres. Mais tout ça, là, aujourd'hui, il y a l'ordure. Donc, s'il clôturait et que la devanture, là, tout est propre, vraiment, on allait prier dans ça. Sinon, il y a des personnes un peu partout. Il y a des gens qui sont partis d'accord. Mais il y a d'autres musulmans aussi. Donc, réellement, ceux-ci pouvaient venir prier ici. Pour la restauration de leur lieu de culte, ces habitants ne souhaitent qu'une seule chose. Nous souhaitons le transfert de ce dépotoir. Ah, là, l'État peut choisir n'importe quel endroit pour transférer, comment on appelle les ordures. Parce qu'ici, c'est considéré comme plein centre-ville. Nous sommes en plein centre-ville. À Dar Salam, sur 107 habitations démolies, seulement 75 concessionnaires auraient été dédommagés. Et les 32 autres familles attendent encore l'air dû. Certaines personnes sont obligées de vivre dans ces hangars en attendant la réaction des autorités, même si cela leur semble utopique. Éducation à présent, la 6e promotion de l'Institut de formation des personnels paramédicaux de Guinée, comme tous les autres camarades des autres institutions de formation professionnelle, a débuté les examens nationaux de sortie ce lundi à Dapompa, dans la commune de Matoto. Ces étudiants, une cinquantaine, ainsi que les formateurs se disent rassurés quant à la formation reçue durant les 3 années d'apprentissage. Libril Ba et Amara Alexila signent ce public reportage. Les examens nationaux dans les différentes institutions de formation professionnelle ont débuté ce lundi à Conakry. À l'Institut de formation du personnel paramédical de Guinée, un des centres du dit examen, l'évaluation pratique a débuté dans de meilleures conditions. Les étudiants de l'IFPG se disent ravis du choix de leur établissement et rassurent. L'examen pratique s'est déroulé dans les meilleures conditions, d'autant plus qu'au cours de l'année, nous avons reçu les meilleurs formateurs et les cours nous avons été bien dispensés.
Et ce qui nous a facilité la tâche au niveau de l'examen pratique, parce que nous avons un laboratoire de compétences qui répond aux normes standards édictées par les autorités de la place, et ce qui nous a permis quand même de passer l'examen dans les meilleures conditions. C'est un grand jour parce que nous avons passé les 3 années dans cet institut. Là, c'est l'examen de sortie. Du coup, c'est la pratique qu'on le fait aujourd'hui. Lorsqu'on entre, on nous pose des questions et tout. Et puis, ça se passe vraiment bien. Comme vous le voyez sur ces images, ces étudiants manient avec aisance les cobayes. L'institution priorise avant tout la pratique. C'est pourquoi les responsables ont tout donné afin d'obtenir ces matériaux. C'est d'ailleurs une des raisons du choix du centre par les décideurs. L'examen se passe dans les meilleures conditions. D'abord, je commencerai par remercier les autorités de l'enseignement technique qui ont choisi notre école comme centre d'examen pratique, pas pour autre chose, par rapport aux qualités des mannequins que nous avons ici et aux standards vraiment qui répondent aux normes nationales. Donc par rapport à mes sentiments, c'est un sentiment de joie, de satisfaction et surtout de fierté. Poursuivants, étudiants et responsables de l'Institut de formation du personnel paramédical de Guinée font une invite. 6 ans, c'est pas peu, nous avons acquis des expériences dans la gestion de ces écoles et tout ce qui s'ensuit dans la formation. Ces métiers, ce sont des métiers qui sont nobles. Nous avons parmi nos effectifs ici des étudiants qui sont diplômés d'université, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi et qui viennent se recycler chez nous pour apprendre un métier médical, à savoir être infirmier ou infirmière et être sage-femme. Donc j'en appelle à la jeunesse de venir s'inscrire, de venir préparer son avenir à l'IFPG, parce que ici c'est le savoir apprendre pour le savoir-faire. L'Institut de formation du personnel paramédical de Guinée offre une formation basée sur le curriculum harmonisé de l'Organisation ouest-africaine de la santé, une formation solide et pratique. On se transporte à présent dans la capitale du Fouta. À 10 jours du baccalauréat unique session 2021, les écoles de la ville de Labé initient des cours nocturnes qui se poursuivent jusqu'à 6 h du matin. Ils profitent de cette tranche pour une retouche des programmes avant le 22 juillet, jour du démarrage effectif des examens nationaux. Alpha Ousmane Aobeba, Tierno Oumar Tunkara ont visité certains établissements. Suivez le reportage. Il est 23 h à l'école Tunturu. Toutes les nuits du lundi, jeudi et samedi, les candidats aux différents examens retournent en classe. Des cours nocturnes s'y tiennent jusqu'au petit matin. Le prolongement des cours la nuit est dû à l'anticipation du calendrier des examens. Mamadou Wilisso, fondateur et professeur de mathématiques, passe la nuit à retoucher le programme avec les candidats, sur accord des parents. Les programmes, on les a achevés à 99%. Donc, pour avoir un peu de temps, il fallait rallonger un peu la nuit pour voir si il y a encore des lacunes au niveau des séances et tout. Comme ça permettra aux élèves de bien maîtriser la situation, de bien maîtriser les cours. Et voici la raison fondamentale qui a fait que quelques jours, pas toute la semaine, quelques jours, nous profitons pour les envoyer ici la nuit et vérifier. Des passages à tour de rôle au tableau. L'attention particulière de chaque candidat aux explications du maître chargé des cours reste un principe. Le règlement, l'emploi du temps est bien établi à la direction. Les profs sont disponibles. Après les cours, les matins, si on sort à 14 h, on rentre à la maison. 14 h, 15 h ou parfois 14 h, 16 h, nous sommes libres. On revient à 16 h pour des cours encore. Et les nuits, avant l'approche des examens, on avait des cours que jusqu'à 21 h ou 22 h. Après ça, on rentre. Maintenant qu'il y a l'approche du bac, on tient le coup à faire jusqu'à 6 h. La nuit est faite pour le repos, certes, après une journée de travail. Mais Mamadou Yaya Diallo, candidat, qui n'est pas à ses premiers pas dans les cours nocturnes, c'est qu'un défi l'attend avec les autres disciples. Vu ce qui nous attend, je crois que ça n'a pas été quelque chose de difficile de se préparer, d'accepter de venir la nuit. Déjà, mes amis et moi, nous étions déjà habitués à faire les cours nocturnes là, avant que la fondation et la direction n'en décident de le faire. Les cours nocturnes remplacent quelquefois ce journalier afin que les élèves trouvent un temps de repos dans la matinée. Généralement, nous quittons ici à 6 h.
généralement. Mais bien sûr, sous le contrôle de la direction, du personnel. Donc on est là avec eux jusqu'à 6 heures et ça ne se passe pas tous les jours. Les jours sont tellement bien choisis qu'à partir du moment où nous avons fini le programme, par exemple, demain, la terminale sociale ils n'ont pas cours le matin. Ils n'ont pas cours toute la journée, donc ils auront le temps de bien se reposer, de dormir, reposer la tête. À l'arrêt de cours, à la porte de 23h, après une courte pause, les candidats tournent le regard sur le contenu des cahiers déjà enseignés. Les responsables des écoles qui tiennent les cours nocturnes indiquent que cette méthode a déjà payé, avec un excellent taux d'admission aux précédents examens. De l'Abbé, partons à présent à l'INSAN. L'ONG AFSA, couchée dans la dignité, vient au secours des citoyens de la sous-préfecture de l'INSAN. Elle vient de faire don d'un important lot d'équipements sanitaires au seul centre de santé de la sous-préfecture. Ces dons devraient améliorer les soins de santé dans la commune rurale. La remise s'est déroulée en présence des membres de l'ONG, des autorités locales et des populations bénéficiaires. Notre correspondant régional, Alpha Amadoubari. C'est en réponse aux besoins des citoyens de l'INSAN en termes de soins sanitaires de qualité que l'association HAFSA, accouchée dans la dignité, a octroyé ce matériel médical à l'unique centre de santé de la sous-préfecture. Un jour, je suis venu à l'hôpital, j'ai trouvé des malades, mais il n'y avait que 3 ou 4 lits. Je me suis fait adresser au directeur. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas, il n'y a pas de lit ou autre. Tout de suite, j'ai appelé la présidente de notre ONG, qui est Asmaou So. Je l'ai appelée, je lui ai demandé, je suis à l'INSAN, mais j'ai trouvé à l'hôpital ici, il n'y a pas vraiment de lit, il n'y a pas de matériel, essayons de faire quelque chose pour l'INSAN. La réaction ne s'est pas donc fait attendre. L'association a rapidement mobilisé des fonds qui ont servi à l'achat de 4 lits électriques, 2 chariots de médicaments, une couveuse et 2 cartons de médicaments. Le tout pour une valeur de plus de 105 millions de francs guinéens. Vraiment, ce don m'a rendu très content aujourd'hui. Je suis très content. Je remercie l'ONG AFSA et tous ses membres, vraiment je les remercie. Je remercie sincèrement la présidente qui, une fois au téléphone, il m'a promis qu'il allait nous envoyer des lits. Et aujourd'hui, je me trouve devant ces lits avec des matelas, avec une couveuse et des médicaments, avec les matériels. Vraiment, je suis très content de ça. La remise de ces équipements s'est déroulée en présence de toutes les autorités locales, entourées des citoyens venus d'un peu partout. Ce don continue pour nous un don appréciable, un don favorable, un don qui constitue vraiment un point nodal dans le cadre de la santé de l'INSAN. L'appel que je lance à nos compatriotes de l'extérieur, de Conakry, de partout, c'est de venir au secours de ce village. Le village a besoin de ses fils maintenant, il a grandi. Les besoins du centre de santé de l'INSAN restent désormais tournés vers l'obtention d'un appareil d'échographie et surtout de moyens de locomotion. De l'INSAN, retour à Conakry pour parler encore d'éducation et pour terminer, pour faire plaisir à ses élèves, le groupe scolaire Le Flambeau a organisé une journée culturelle à l'occasion de la proclamation des résultats. La cérémonie s'est déroulée ce week-end à Conakry dans l'enceinte de l'établissement en présence des parents d'élèves. Djenabemba Koulibaly, Aliouba pour le reportage. Nous sommes fiers d'être dans cette école au sein de laquelle nous nous sentons énormément à l'aise. C'est pourquoi, ici, du haut de cette tribune et devant ce beau monde réuni, nous voulons remercier monsieur le fondateur et toute son équipe, sans oublier les amis et parents de l'école, qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de cette école. Pour terminer l'année en beauté, le groupe scolaire Le Flambeau a prévu plusieurs activités pour divertir ses élèves. Très enchanté de rencontrer des parents d'élèves qui sont aussi impliqués et dévoués pour la réussite de leurs enfants. Le directeur de cet établissement rassure les familles sur la qualité de la formation de leurs enfants. Vraiment sur le côté éducation ou bien le côté éducatif, on ne peut pas nous jeter des fleurs ou bien se jeter des fleurs, mais vraiment on a un meilleur programme concernant là-dessus. Ce qui concerne maintenant l'encadrement, la gestion et aussi l'emplacement, ça aussi on peut dire que vraiment on a un lieu stratégique. On a les locaux qui sont vraiment adéquats, qui peuvent vraiment accueillir les élèves et les parents d'élèves.
Ce parent d'élève a 5 enfants dans cette école. Il se dit satisfait par l'effort fourni par les encadreurs. Pour le moment, nous avons de bons résultats. Donc nous encourageons tout le monde, surtout les encadrants et le directeur. Mbalou Fatoumata Sissoko, élève de la 3e année, est fier d'appartenir à cet établissement. Je remercie mes parents de m'avoir amené dans cette école. Je remercie mon maître de m'avoir appris toutes ces choses. Le groupe scolaire Le Flambeau est un établissement qui enseigne selon le système français et guinéen, avec un effectif de 278 élèves, dont 128 filles. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition. Merci de votre attention. Merci également à la réalisation, Djibril Ba et Antoinette Dédé Onivogui. Au revoir.